Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Je vous l'avais annoncé hier soir. Nous recevons sur ce plateau, en tout cas je reçois sur ce plateau le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochette, qui est ici pour nous parler un petit peu de la situation en Guadeloupe, c'est-à-dire du Covid en Guadeloupe, puisque tout se dit, il y a beaucoup d'informations qui circulent, notamment au niveau des réseaux sociaux. Il est quand même important de faire un petit peu le point sur tout ça et de savoir ce qu'il en est exactement concernant la circulation de ce virus en Guadeloupe et les mesures qui sont prises et ou seront prises dans les jours à venir. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Alors, est-ce que vous tenez la forme ? Ça a l'air d'aller, oui, je vous remercie. Est-ce qu'on peut dire que le Covid vous mène la vie dure ? Le Covid mène la vie dure à tout le monde, je crois. Et moi comme tout le monde, en fait, à la fois parce qu'on vit cette crise en nous-mêmes, c'est une maladie qui peut nous toucher, qui peut toucher tout le monde, et puis on voit bien que ça met à bas beaucoup de nos organisations, beaucoup de nos habitudes, beaucoup de notre vie sociale ou de nos relations. Ça modifie énormément de choses, ça nous oblige à beaucoup réfléchir dans les structures de l'État, mais aussi dans les relations avec le monde associatif, le monde culturel, le monde politique, et puis chacun dans sa vie, dans sa famille. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais quand je demande aux gens d'éviter d'aller voir leurs grands-parents en ce moment, on mesure bien les conséquences que ça a en termes de relations sociales, en termes de vie des uns avec les autres. Évidemment, je n'interdis pas aux gens d'aller voir leurs grands-parents, je recommande de faire attention et d'éviter d'y aller en famille. Ça, c'est vraiment des conséquences très lourdes. Donc oui, le Covid, il nous chamboule beaucoup. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que les Guadeloupéens se sentent pressés, oppressés même, je dirais, par les décisions qui sont prises, mais il y a surtout ce qui circule au sein de la population, qui est cette volonté délibérée de la part de l'État de faire du catastrophisme. Alors est-ce que c'est réellement ça ? Non, on ne fait pas de catastrophisme. Moi, j'essaye depuis que je suis arrivé, mais c'est le cas de toutes les actions de communication qu'on fait. J'essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre un certain nombre de mesures. J'ai essayé d'expliquer à chaque fois que je prenais des mesures qui ne se prennent pas de gaieté de cœur. Concrètement, quand on décide de fermer les bars et les restaurants pour 15 jours, c'est pas vraiment par plaisir qu'on le fait, vous imaginez bien. J'ai essayé à chaque fois d'expliquer pourquoi on le faisait. Pourquoi est-ce que on a pris des mesures qui interdisent les pique-niques sur les plages. Prenons cet exemple. J'ai essayé d'expliquer que, en fait, l'objectif c'était d'éviter les rassemblements de personnes dans un cercle amical, d'amis ou de familles qui profitent des plages pour faire des pique-niques, qui est une activité qui est tout à fait normale et tout à fait saine et agréable quand on n'a pas de sujet de Covid, et qui là en ce moment on s'est aperçu que c'était des foyers de contamination parce que les gens font moins attention quand on est entre amis, on s'embrasse, on enlève les masques, on ne se lave pas les mains avec du gel hydroalcoolique, et donc le virus circule. Et donc de ce fait, j'essaye d'expliquer que le fait d'interdire les plages, c'est pour éviter les pique-niques pendant 2 semaines, et ensuite après on pourra retrouver une vie normale, évidemment si ça fonctionne. Si alors on le fait aussi à la maison, on embrasse, on peut inviter des amis à la maison, oui. Donc c'est dans un cercle où on ne voit pas forcément, mais où les risques sont bien réels. Vous avez raison, mais je n'ai pas le droit de réglementer dans la vie familiale, dans la vie privée, d'ailleurs je ne le fais pas, mais en revanche je vous recommande, et je recommande à tout le monde de faire la même chose, d'appliquer les mêmes gestes, de ne pas s'embrasser. C'est pas rigolo, hein, évidemment. Moi aussi, j'aime beaucoup embrasser mes enfants ou embrasser mes parents quand je les vois. En ce moment, je ne le fais pas. Avant de venir en Guadeloupe, j'ai dit au revoir à mes parents qui sont en métropole. Je ne les ai pas embrassés. Je suis resté à 2 mètres d'eux. Voilà. On est obligé en ce moment de le faire. C'est important. Je vous le dis, c'est une période qui est compliquée, mais c'est une période qui ne doit pas durer trop longtemps si justement on applique tous ces gestes et si on parvient à baisser ce taux de positivité. Tout à l'heure, on a annoncé avec la directrice générale de l'ARS 1000 cas par semaine. Encore 1000 cas. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a 1000 cas positifs. Sur ces 1000 cas positifs, il y a une majorité de gens qui sont asymptomatiques, qui ne ressentent pas la maladie. Concrètement, ils ne le savent pas. Ils le savent parce qu'ils sont positifs, mais ils ne ressentent pas la maladie. En revanche, il y a des gens de plus en plus avec un volume qui augmente, des gens qui ressentent des symptômes, donc c'est déjà moins agréable. Et puis surtout, il y a des gens qui ont des formes plus graves parce que ça vient se mêler à d'autres maladies ou à d'autres fragilités qu'ils avaient. Et c'est ces gens-là qu'on vise concrètement. C'est pour ces gens-là qu'il faut agir. C'est pour ces gens-là, pour les gens fragiles.
les personnes âgées, mais pas seulement, on a aussi des jeunes qui sont fragiles, évidemment. C'est pour ces personnes-là qu'il faut qu'on fasse attention. On ne fait pas de catastrophisme, on dit juste les chiffres. Les chiffres de l'hôpital sont des chiffres qui sont réels, qui existent. Ce sont des gens qui passent en réanimation. Il y en a qui ressortent de réanimation, il y en a d'autres qui ont du mal à en sortir, qui restent très longtemps en ce moment. Voilà, ça, c'est pas du catastrophisme, ce sont des faits. Alors, justement, cette population, convenez avec moi qu'elle ne sait pas où se positionner, puisque quand on entend sur une autre chaîne, donc sur LCI pour citer le professeur Toussaint qui dit « Oh là là, les chiffres qu'on vous a annoncés, ce ne sont pas les bons, ces chiffres sont faux ». Les 16 décès en une journée en Guadeloupe, c'est pas vrai du tout, c'est depuis le mois d'août. Alors, déjà, est-ce qu'on peut dire que le professeur Toussaint, lui, il fabule, quoi? Moi, je ne connais pas le professeur Toussaint, je n'ai pas entendu ce qu'il avait dit. En revanche, je peux vous dire que les chiffres que nous donnons, ce sont des chiffres qui sont vérifiés, ce sont des chiffres ici. Il y a eu 16 décès, non pas en un jour, mais en une semaine. Pas la semaine qui vient de se passer. Pas en un jour, mais en une semaine. En une semaine, pas la semaine qui vient de se passer où il y en a eu 15. On a eu 15 décès dans la semaine qui vient de s'écouler, on en a parlé tout à l'heure en conférence de presse. C'était une semaine et il y en a eu 16, précédente. voilà, la semaine précédente. Mais ce n'est pas depuis le mois d'août. Il y a bien eu 16 décès liés au Covid à l'hôpital pendant une semaine. D'accord. Et il y avait eu une erreur de communication en disant un jour. C'était je ne sais pas. Moi, je sais pas. Nous, on a communiqué sur une semaine déjà. 16 décès sur une semaine, c'est déjà énorme, évidemment. Oui. Mais peut-être que le jour où ça a été annoncé, il y a des médias qui ont parlé sur une journée. Parce qu'on l'avait annoncé un jour, mais c'était bien sur une semaine. D'accord. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et qui croire. Moi, j'ai envie de vous dire, puisque je viens expliquer les choses et puis on a des chiffres et puis moi je n'ai aucune intention et aucun intérêt à faire du catastrophisme et à dire les chiffres qui ne sont pas bons parce que l'objectif c'est vraiment de garantir la sécurité sanitaire de toutes les Guadeloupéennes et de tous les Guadeloupéens. Donc on a intérêt tous ensemble à partager les informations. J'ai pris l'habitude maintenant de réunir toutes les semaines le comité des élus. Ça me permet de partager avec des gens qui sont en responsabilité, les communes, les parlementaires, les communautés d'agglomération, la région, le département, et puis on y a associé hier en plus les socioprofessionnels, la Chambre de commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers, pour qu'on partage vraiment ensemble les informations. J'ai aucun intérêt à donner des fausses informations. On partage vraiment toutes les informations, et puis ensemble, on analyse la situation, et je leur dis quelles sont les possibilités que j'ai en matière d'action. À la fois, les actions, ce n'est pas uniquement les mesures que je prends pour interdire les plages ou pour interdire ceci ou cela. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur. C'est aussi comment renforcer l'hôpital, faire venir le service de santé des armées qui est arrivé ce week-end, qui a permis au CHU de retrouver un peu d'oxygène en termes de réanimation. Voilà, c'est tout ça les mesures qu'on peut prendre. Et puis les mesures d'aide aussi au secteur économique qui sont en difficulté. Alors, que veulent concrètement nos élus? Quelle est la voie? Que disent-ils par rapport à cette situation? Que souhaitent-ils? Alors, le mieux, ce serait de leur demander, mais de ce que je vois, moi, de la Réunion, on est très en phase sur... en fait, ils veulent vraiment qu'on protège la population pour éviter que cette épidémie ne vienne à un volume trop important. Et je pense qu'ils ont tous conscience que le confinement serait vraiment une chose qui serait très difficile, non pas à vivre peut-être individuellement, et peut-être que ça aurait des effets très positifs sur l'épidémie, ça l'a été quand on l'a fait au printemps dernier, mais ça aurait des effets très forts sur la vie sociétale, sur la cohérence de la société guadeloupéenne et avec des difficultés de sortie. Donc c'est ça l'enjeu, on est toujours un peu comme sur une ligne de crête, vous savez, on risque de basculer des deux côtés. Il y a la bascule du côté sanitaire et puis la bascule du côté de crise économique et sociale. Il faut qu'on reste sur le chemin. Un parlementaire disait hier soir même sur ce plateau qu'il serait, on va dire, très compliqué pour vous de parler de reconfinement puisque légalement vous ne seriez pas en mesure de le faire. Oui, il a raison, il connaît bien évidemment la loi puisqu'il est parlementaire. Aujourd'hui, le reconfinement, ça oblige à passer par un autre statut qui est l'état d'urgence sanitaire. Si la Guadeloupe basculait dans l'état d'urgence sanitaire, j'aurais les capacités de pouvoir confiner, soit partiellement, ce qui n'est pas encore le cas. Non, ce qui n'est pas le cas, et ce qui est vraiment la dernière marche si on ne parvient pas à juguler aujourd'hui l'épidémie. Alors pour vous, juguler l'épidémie, qu'est-ce que ça veut dire? Quel stade devons-nous atteindre pour dire on s'en sort pas trop mal? Alors concrètement, aujourd'hui, on a annoncé des chiffres qui étaient en stabilité.
J'aime pas beaucoup ça. Enfin, en fait, on a eu 1000 cas positifs dans la semaine. Oui. C'est un petit peu moins que la semaine dernière. C'est quasiment comme la semaine d'avant. Donc, on est sur une sorte de sommet. Et j'espère que de ce sommet, il faut qu'on bascule vers la descente. Et donc, il faut qu'on diminue le nombre de cas positifs au Covid-19. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on diminue le nombre de cas de personnes fragiles. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes fragiles qui sont atteintes par le Covid-19. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et ensuite, ça sera la conséquence qu'on diminue la pression sur l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital retrouve une capacité plus classique de traitement des patients du Covid comme les autres patients. Donc c'est vraiment les trois niveaux. Si vous me permettez, il y a un point qui est important qu'on a mentionné aujourd'hui avec la directrice générale de l'ARS, c'est que, j'en avais déjà parlé quand j'étais venu, vous savez, c'est le facteur R, c'est celui du taux de reproduction. Et quand il est supérieur à 1, ça veut dire qu'on augmente. Quand on est inférieur à 1, ça veut dire qu'on diminue. On a un seul signal positif cette semaine, c'est que le R est à 0,92. Ça veut dire qu'on est passé en dessous de 1. Ça faisait bien longtemps qu'on n'était pas à ce niveau-là. Donc c'est ça, maintenant, moi, mon objectif, c'est de regarder ce facteur R qui est calculé par des scientifiques pour vérifier vraiment qu'on soit sur la descente et qu'il soit inférieur à 1. S'il est durablement inférieur à 1, ça veut dire qu'on va descendre le nombre de gens touchés. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les mesures prises qui portent leurs fruits ? C'est compliqué, vous savez, dans ce genre de choses. Moi, je pense que ce sont les mesures. Il y a une sorte une latence. C'est-à-dire que quand on prend les mesures, le temps que ça arrive et que ça se transporte réellement sur le virus, on voit qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne en général 15 jours pour mesurer l'atteinte des choses. Et donc, je pense que ce sont les mesures que j'ai prises moi en tant que préfet, mais qui ont été appliquées par les habitants de Guadeloupe, qui commencent petit à petit à avoir leurs effets qui se manifestent. Oui, j'en suis sûr. Oui. Donc, des mesures qui commencent à porter leurs fruits. Alors, permettez que nous puissions revenir sur la fermeture des restaurants et des bars, puisque, effectivement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Certains disent que là où on se sentait un petit peu plus en sécurité, c'était justement au restaurant et au niveau des bars, puisque les distances sont respectées, le port du masque, etc. Donc, pourquoi avoir justement ciblé les restaurants et les bars ? En fait, il y a deux raisons principales. La première raison, alors premièrement, c'est une mesure nationale, la fermeture des bars et des restaurants pour 2 semaines, dès qu'on est en zone d'alerte maximale. Et donc il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que quand on est dans un restaurant ou dans un bar, on enlève son masque. Et à la différence des cinémas dans lesquels on pouvait, maintenant on demande de garder le masque, on pouvait enlever le masque il y a quelques temps, c'est qu'on est assis l'un en face de l'autre. Et donc de ce fait, même avec de la distance, on s'aperçoit, et c'est ça sur les scientifiques qui l'ont dit, qu'en fait il y a des échanges potentiels qui peuvent se pratiquer puisqu'on mange, donc en fait on a la bouche ouverte, ou on boit et on a la bouche ouverte, et donc il y a des échanges qui peuvent se passer. Ça c'est la première raison, et donc de ce fait, ce sont des lieux où il y a potentiellement des échanges de virus qui s'établissent, beaucoup moins que quand on est chez soi et qu'on mange l'un à côté de l'autre et pas l'un en face de l'autre. Et d'ailleurs, cette mesure, elle est aussi complètement cohérente avec celle que j'ai prise pour interdire les pique-niques. Parce que là aussi, c'est pareil. Ce sont des moments où on enlève le masque et on se retrouve les uns avec les autres. Donc tout ça est cohérent. La deuxième raison, c'est que les bars, le soir, en général, on consomme de l'alcool. La majorité des gens. Et donc, quand on a consommé de l'alcool, on est dans une activité festive et on s'aperçoit, et on s'en est aperçu, et notamment on l'a vu aussi dans les fêtes qui étaient organisées par ailleurs dans les lieux publics, que ce sont des moments où on a plus de mal à respecter les gestes parce qu'on oublie un peu les bons réflexes. Et donc, de ce fait, en fermant pendant 15 jours, on arrête cette propagation potentielle. Donc les bars, les restaurants, alors on a vu quand même qu'il y avait des regroupements de personnes aux abords des routes pour essayer d'être ensemble, de consommer. Alors là aussi, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu parler de couvre-feu ? C'est une demande qui m'a été faite, vous le savez. Alors aujourd'hui, dans les textes actuels, je ne peux pas prendre une mesure de couvre-feu générale pour la Guadeloupe. Parce que les textes ne me le permettent pas, il faudrait que je sois en état d'urgence sanitaire pour le faire. En tout cas, c'est l'analyse qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait évoluer, mais en tout cas, c'est l'analyse qu'on m'a donnée à Paris. Les mesures qu'on a prises ne sont pas des mesures de couvre-feu, mais en revanche, on a déjà beaucoup limité la capacité. Les bars et les restaurants sont fermés. On n'a pas le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique. La vente d'alcool à emporter est, comme vous le savez, interdite aussi. On n'a pas le droit d'aller sur les plages le soir. Enfin, on a quand même, vous voyez, j'ai mis en place quand même des barrières assez fortes qui ressemblent. C'est pas encore le couvre-feu, je suis bien d'accord, mais qui déjà limite beaucoup les possibilités en fait de se retrouver et de faire la fête.
Oui. On peut aller, selon les chiffres, on pourrait aller plus loin. On pourrait aller plus loin, bien sûr. Alors, pour aller plus loin, j'ai 2 indicateurs vraiment très importants. C'est d'ailleurs le ministre de la Santé l'a dit la semaine dernière. Le premier, c'est le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs chez les personnes âgées et les personnes vulnérables. C'est ça aujourd'hui notre vrai sujet de préoccupation, principalement en Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées et de personnes qui sont atteintes par d'autres pathologies. Ces pathologies, ces maladies ou ces faiblesses qui ont du mal à être compatibles avec le Covid. Et donc, quand on a le Covid en plus, on est vraiment très malade. Donc, c'est ces personnes-là. Donc, il faut qu'on regarde ce taux. Il est très élevé et il est en augmentation en Guadeloupe. Donc, ça, c'est un sujet de préoccupation. Donc, les 15 décès, sont des personnes âgées. Alors, les 15 décès en moyenne d'âge, alors, il faut que je me rappelle, mais pour les hommes, c'était 76 ans et pour les femmes, 78 ans. Et il y avait 3/4 d'hommes parmi ces malades. Donc, vous voyez, donc des gens assez âgés et tous souffraient d'autres maladies. Du diabète, ils étaient sous dialyse pour certains, ils étaient obèses pour d'autres, enfin voilà. Donc il y a vraiment des gens qui souffraient d'autres maladies ou d'autres vulnérabilités et qui en plus ont eu le Covid et donc pour le coup ça a été malheureusement fatal pour eux. Et puis le deuxième critère, ça rejoint ce que je dis là, c'est l'hôpital et la capacité de l'hôpital justement à pouvoir traiter les gens qui arrivent avec des pathologies lourdes ou du Covid lourd. Et c'est ça vraiment les 2 points qu'il faut qu'on surveille. Si jamais ces deux indicateurs ne se comportent pas bien, on pourrait être amené à prendre des mesures, mais même avant la fin des 2 semaines, qui sont celles qui normalement nous permettent de voir la suite. Parce que si jamais ces 2 sujets augmentent très fortement, on va pas pouvoir faire autrement que de vraiment prendre des mesures beaucoup plus lourdes. C'est-à-dire ? Les mesures dont vous avez parlé tout à l'heure. Monsieur le préfet, donc au-delà, on a vu, et ça on va faire le lien, puisque le CHU est saturé, entre guillemets. Non, il n'est pas saturé. Ou presque. Non, il n'est pas saturé, il est sous tension, c'est-à-dire qu'il y a... Juste. Oui, non, il n'est pas saturé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 36 lits de réanimation Covid qui sont disponibles grâce aux renforts de métropole qui sont arrivés. Pas seulement des militaires, aussi des renforts de métropole qui arrivent toutes les semaines. Et là, on en a beaucoup plus qui sont venus parce qu'on en a besoin. Donc, il y a 36 lits de réanimation qui étaient disponibles et il y avait 27 lits occupés cet après-midi. Donc, vous voyez qu'on n'est pas saturé. On avait encore des capacités à pouvoir le faire. Alors, pourquoi je le dis ? Puisque je ne peux m'empêcher à chaque fois de regarder aussi le nombre de décès sur nos routes, le nombre d'accidents, de personnes blessées et de me dire que oui, peut-être qu'il y a des lits supplémentaires, mais est-ce que là aussi il n'y a pas des mesures à prendre pour essayer de faire baisser le taux d'accidentologie en Guadeloupe? Parce que, monsieur le préfet, on voit qu'il y a eu beaucoup de radars et on continue à avoir beaucoup de morts sur nos routes. Alors, on peut se demander ce qu'il faut faire réellement. Beaucoup trop de morts sur nos routes, beaucoup trop d'accidents graves. En fait, il y a des morts, mais il y a aussi beaucoup d'accidents graves. Ce week-end, on a eu quand même 3 accidents graves avec deux accidents mortels. Je suis horrifié, honnêtement, puisque quand on regarde en plus les circonstances de ces accidents, il y a un accident avec un motocycliste qui n'avait pas de casque, qui transportait un passager, et l'autre, c'est un cycliste qui a traversé la RN2 sans tout feu éteint, sans rien, et qui a été percuté par une voiture. Enfin, c'est vraiment des comportements individuels qui sont terribles parce qu'ils engagent leur propre sécurité évidemment et la sécurité des autres. Et puis j'ai déjà eu l'occasion de le dire plein de fois, dès qu'on a un accident grave, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder tous les accidents graves, ça veut dire une intervention des pompiers, une intervention du SAMU et ensuite des gens qui sont rapatriés en urgence relative aux urgences absolues dans les services d'urgence de l'hôpital qui partent en réanimation et donc ce sont des équipes qui sont mobilisées pour ces gens. Alors, quelles sont les solutions ? C'est compliqué. Comme vous le savez, j'ai pratiqué la sécurité routière pendant quelques années. Les solutions, elles sont toujours sur 2 jambes. Il y a une jambe qui est du contrôle. Vous avez parlé des radars. C'est une des solutions. Il faut qu'on roule moins vite. On roule beaucoup trop vite en Guadeloupe. Est-ce qu'il faut en rajouter ? Je ne sais pas s'il faut en rajouter. Il faut peut-être qu'on regarde sur les emplacements. Il faut qu'on les mette en vigueur. Il faut que ça porte ses fruits. Ils ne sont pas tous déployés encore. Donc on a encore des choses qui doivent être calées. Donc ça, c'est la partie contrôle. C'est aussi des axes de politique que je demande aux forces de l'ordre, aux policiers et aux gendarmes, d'être présents sur les routes pour faire du contrôle. Pour contrôler l'alcoolémie, pour contrôler les vitesses, pour contrôler les stupéfiants au volant. Tout ça, ce sont des raisons qu'on peut contrôler. Et puis il y a la deuxième jambe, c'est la sensibilisation, la prévention. Et ça, il faut qu'on travaille beaucoup sur le sujet pour que les gens prennent conscience des risques qu'ils prennent quand ils prennent la voiture. La voiture, c'est pas un jouet. La voiture, c'est pas un endroit ludique. La voiture, c'est dangereux parce qu'il faut savoir maîtriser les trajectoires. Et puis, quand on est sur la route, le danger, il vient de soi quand on n'est pas capable de maîtriser sa voiture, mais il vient aussi des autres. Et donc, en fait, c'est un peu...
J'ai avoir du mal à le dire, mais c'est un peu comme le Covid, c'est-à-dire quand on est sur la route, il faut se protéger soi-même, il faut protéger les autres. Et c'est terrible d'imaginer qu'on peut être à l'origine d'un accident qui va causer la mort, peut-être pas la sienne, ou peut-être la sienne aussi, mais de celui qui arrive en face, qui avait strictement rien demandé et qui se retrouve à être percuté par une voiture. Alors, avant vous, il y avait déjà des messages de prévention, des messages chocs avec des images chocs. On se demande, est-ce qu'il existe encore un discours qui pourrait porter ses fruits? Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et moi, j'ai envie qu'on travaille vraiment avec tous les acteurs associatifs, avec les associations de jeunes, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a besoin vraiment de faire de la prévention et de la sensibilisation. On va retravailler. Vous savez, c'est de la pédagogie. La pédagogie, on a l'habitude de dire qu'il faut sans cesse répéter les choses, sans cesse répéter les messages. Il faut répéter les messages à tous les âges de la vie, à tous les grands âges de la vie, dès l'école maternelle jusqu'à l'université. Il faut qu'on répète les choses et il faut que petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Mais ça, c'est le volet sensibilisation-prévention. Il est indispensable. Et il y a le volet contrôle qui sera aussi, et comptez sur moi pour qu'il soit vraiment très efficace. Vous avez donc cette partie Covid, vous avez aussi d'autres sujets. Lorsqu'on regarde un petit peu de manière générale, il y a l'eau, on a aussi des affaires au niveau des élus, alors proxénétisme sur certaines communes. Enfin, vous savez un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Honnêtement, lorsque vous regardez tout cela, vous dites peut-être... par quoi commencer ou qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, on ne se demande pas par quoi commencer parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc déjà, moi quand j'arrive, je prends en compte évidemment déjà des sujets qui étaient là. Non, je pense que il y a un sujet qui est extrêmement fort et sur lequel il va falloir qu'on travaille collectivement, c'est celui de la responsabilité de chacun, au poste où il est et aux responsabilités qu'il a. C'est extrêmement important qu'on soit élu, qu'on soit responsable associatif, qu'on soit responsable d'une entreprise, qu'on soit, comme moi, responsable de l'administration. Voilà. Ce qui est important, c'est la responsabilité. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel il va vraiment falloir qu'on travaille. La responsabilité, ça veut dire qu'on assume toutes les décisions qu'on a prises. Et quand les décisions ne sont pas dans la droite ligne, c'est-à-dire quand elles ne sont pas réglementaires ou ne sont pas légales, eh bien on doit assumer aussi. Et donc il faut qu'on puisse poursuivre un certain nombre de choses quand les décisions qui ont été prises ne sont pas légales. Ce que vous dites en clair, un petit peu plus de responsabilité de la part de nos élus? Pas seulement les élus, j'ai dit tout le monde, parce qu'en fait il y a beaucoup de sujets de responsabilité. Je me mets dedans aussi, les services de l'État. C'est important que vraiment on assume toutes les décisions qu'on prend, qu'on puisse les expliquer, et ensuite les assumer, et ensuite qu'on puisse répondre devant des censeurs si on en a besoin. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Quelques mots concernant le problème de l'eau. Est-ce qu'il y a quelques avancées ou est-ce que pour l'instant il n'y en a pas? On poursuit le chemin tel qu'on l'avait lancé. Je continue le travail avec les élus du SIAG, puisqu'il y a toujours le sujet de l'avenir du SIAG qui est en jeu. Une décision sera prise la décision a été prise, mais on va maintenant conduire la suite comme prévu. J'ai décidé de reconduire les réquisitions. Vous savez on a monté un plan d'urgence. Ces réquisitions s'arrêtaient fin septembre. J'ai décidé de les reconduire jusqu'à la fin de l'année sur des plans d'investissement. Là encore pour travailler sur les fuites, mais pas seulement sur les fuites, aussi pour travailler sur le sujet de la gouvernance et pour aider justement à la restructuration de l'ensemble de la politique publique de l'eau, c'est-à-dire l'organisation de façon générale. Donc là, il y a des travaux qui peuvent être faits. Le travail sur les abonnés et sur la facturation, parce que ça, c'est aussi un domaine sur lequel il y a beaucoup à faire. Et puis, l'avenir, c'est la création de cette structure unique qui est toujours prévue pour le début de l'année 2021. Donc, on est vraiment sur cette ligne-là. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que le Covid nous contraint un peu dans un certain nombre de sujets, puisqu'il nous occupe beaucoup. Mais le sujet de l'eau est toujours une priorité, toujours la priorité numéro 1 en termes de politique publique ici. D'accord. Alors, avez-vous réellement dit qu'on ne parle pas de l'avenir du SIAG? Non, moi je parle le SIAG n'a pas d'avenir. Le SIAG, enfin on l'a dit beaucoup de fois. Je pense que le SIAG n'a pas d'avenir en tant que tel. La politique qui est assurée par le SIAG, les compétences du SIAG, on a besoin de les garder puisqu'il va falloir quand même assurer le service public de l'eau. Mais l'organisation du SIAG, le modèle économique du SIAG a montré que je crois qu'on était au bout. Merci, Monsieur le Préfet, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc vendredi pour une autre émission, une émission politique. Excellente soirée à tous.